Bien qu'elle n'ait rien eu de traumatique, c'était une nouveauté, une curiosité qui a laissé une empreinte nette dans ma mémoire. Ma vision de l'événement, dont je n'ai jamais parlé à personne, Boris excepté, correspond certainement à ce que Freud, par le truchement de ses traducteurs, appelait l'après-coup. Le fait que des souvenirs anciens se chargent de significations différentes au fur et à mesure que l'on vieillit. Si je ne m'étais pas échappée aussi vite, si je n'avais pas été capable de conserver le sens de ma propre volonté, ces attouchements auraient pu me marquer. Aujourd'hui, ce serait considéré comme un délit, et si on le surprenait, un gamin comme Rufus pourrait être envoyé en prison ou soumis à un traitement pour agresseur sexuel. Rufus est devenu dentiste. Il est aujourd'hui spécialiste des implants. La dernière fois que je l'ai vu, il trimbalait un magazine intitulé « Implantologie ». Petit 2. Lucy Pumper me déclare dans le bus scolaire « Je sais qu'ils doivent le faire pour avoir des enfants, mais est-ce qu'ils doivent enlever tous leurs habits ?» Lucy était catholique, catégorie exotique, encens, soutane, crucifix, chapelet, autant d'objets de convoitise. Et elle avait 8 frères et sœurs. Je m'inclinais devant la supériorité de son savoir. Moi, de mon côté, je ne voyais qu'obscurément dans ce miroir-là et n'avais rien à dire. J'avais 9 ans, et je comprenais parfaitement que, si je m'y appliquais suffisamment, je finirais bien par découvrir un quelconque reflet, mais quand je regardais devant moi, je n'avais aucune idée de ce que j'y voyais. Tous leurs habits? Note marginale. J'ai promis de ne pas le faire, mais je n'y peux rien. Il avait les cheveux bruns, alors, presque noirs, et pas de chair flasque sous le menton. Assis en face de moi à la table de la pâtisserie anglaise, il m'expliquait ses recherches avec lenteur et lucidité, et il dessinait un modèle sur sa serviette à l'aide de son stylo bille. Je me penchai en avant pour le regarder, suivi du doigt une des lignes qu'il avait tracées, et levé les yeux vers lui. Atmosphère électrique. Il posa la main sur la mienne et pressa mes doigts contre la table. Mais c'est entre mes jambes que je le sentis. Je sentis ma mâchoire relâchée, ma bouche béante. C'était merveilleux, mon amour, n'est-ce pas? Dis, n'est-ce pas? Je hurle. Pendant toutes ces années, tu es passé en premier. Toi, jamais moi. Qui faisait le ménage, s'occupait des devoirs pendant des heures, se tapait les courses? Toi, foutu maître de l'univers, Übermensch phallique, parti à un congrès. Les corrélats neuronaux de la conscience me fait vomir. Pourquoi es-tu toujours si en colère? Qu'est devenu ton sens de l'humour? Pourquoi réécris-tu notre vie? Je me rappelle des morceaux, des parties, une chaise sans la chambre, une phrase envolée, un cri, une scène floue, des crises hippocampiques évoquant David Hume, son moi aussi pâle et maigre et spectral que le mien. Chère maman, je pense à toi tous les jours. Comment va grand-mère? On arrête la pièce en août et je viendrai alors te voir pendant toute une semaine. J'adore jouer Muriel. Elle est super. Un grand rôle et enfin de la comédie. Les gens ont beaucoup ri. J'ai dit à Freddy que les scripts étaient affreux, mais il continue à m'envoyer passer des auditions pour ces abominables films où on torture et on tue la fille. Ah. Le théâtre essaie de trouver de l'argent, mais ce n'est pas facile ici, au bout du monde. Jason va bien, sauf qu'il déteste mon emploi du temps. J'ai vu papa à midi, mais ça ne s'est pas trop bien passé. Maman, je m'en fais beaucoup pour toi. Tu vas bien? Je t'aime pas. La Daisy à toi. J'envoyais à ma Daisy à moi un message rassurant. Ce n'était pas facile d'être mariée avec ton père, dit ma mère. Non, fis-je, je m'en doute. Ma mère était assise dans un fauteuil, ses genoux maigres entourés de ses bras. Je songeais à part moi que, même si l'âge l'avait rétréci, il l'avait aussi rendu plus intense, comme si le fait qu'il restât peu de temps avait eu pour effet de supprimer toute espèce de graisse, physique et mentale. Le golf, le droit, les mots croisés, les martinis. Dans cet ordre, je lui souris. C'est bien possible. Ma mère soupira et tendit un bras pour ôter une feuille morte d'une plante en pot sur la table à côté d'elle. Je ne t'en ai jamais parlé,
reprit-elle. Mais quand tu étais encore petite, je crois que ton père est tombé amoureux de quelqu'un d'autre. Je repris mon souffle. Il a eu une liaison ? Ma mère secoua la tête. Non, je ne crois pas qu'il ait couché avec elle. Sa rectitude était absolue. Mais le sentiment était là. Il t'en a parlé ? Non, j'ai deviné. Telles étaient les voies détournées de la vie conjugale, du moins entre mes parents. Les confrontations directes, de quelque espèce que ce fût, avaient été extrêmement rares. Mais il l'a admis ? Non, il n'a ni confirmé ni nié. Ma mère serra les lèvres. Il trouvait très difficile, tu sais, de me parler de n'importe quoi de douloureux. Il disait « Je t'en prie, je ne peux pas. Je ne peux pas. » Pendant qu'elle parlait, une image mentale de mon père me vint soudain à l'esprit. Je le voyais assis, de dos, en train de regarder le feu en silence, un recueil de mots croisés à ses pieds. Ensuite, je le vis couché dans son lit d'hôpital, longue silhouette squelettique à la dérive, sous morphine, inconscient. Je revis ma mère le toucher au visage. D'abord, d'un seul doigt, comme si elle dessinait ses traits directement sur son corps. Une ébauche muette de la figure de son mari. Mais alors elle appuya les paumes sur son front, ses joues, ses yeux, son nez et son cou, comme une aveugle tentant désespérément de mémoriser un visage. Ma mère, à la fois solide et brisée, les lèvres serrées, les yeux écarquillés par un sentiment d'urgence, se mettant à lui agripper les épaules, les bras et enfin le torse. Me détournant de cette intime revendication, de cette expression toute possessive du temps passé, je sortis de la chambre. Quand j'y rentrai, mon père était mort. Il semblait plus jeune, une fois mort, lisse et indéchiffrable. Elle était assise dans l'obscurité, les mains jointes sur ses genoux. D'étroites bandes de lumière venues des stores vénitiens lui traçaient des raies sur le front et les joues. Et je ressentis de l'effroi. Rien d'autre que de l'effroi en cet instant. En réponse à mon silence, ma mère reprit. « Je te raconte ça maintenant, dit-elle, parce que j'ai parfois regretté qu'il n'ait pas pris le risque, qu'il ne se soit pas lancé. Il aurait évidemment pu s'enfuir avec elle, et puis aussi, il aurait pu se fatiguer d'elle. » Elle poussa un profond soupir, une longue exhalaison tremblante. Il m'est revenu, sentimentalement, je veux dire, dans la mesure où cela lui était possible. Ça a duré quelques années, la distance, et puis je crois qu'il n'a plus pensé à elle, ou que s'il l'a fait, elle avait perdu son pouvoir. Je vois, dis-je. Je voyais en effet. La pause. Je m'efforçais de me rappeler le sonnet 129 de Shakespeare. Cela commence ainsi. Énergie dépensée dans une orgie de honte. Et puis les vers sur la luxure. La luxure en acte. Quelque part, les mots assassine, sanglante, ignominieuse. Aussitôt assouvie, aussitôt méprisée, quelque chose, et puis enragée dans la chasse comme en la possession, extrême avant, pendant et après la jouissance, un bonheur à l'essai, essayer, vrai malheur. Avant, joie attendue, mais après coup, un rêve. Le monde le sait bien, mais nul homme ne sait s'écarter de ce ciel qui mène à cet enfer.